Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Claude Pentier et Jean-Louis Robert. Ce volume présente les actes de la journée d'études qu'organisée par les amis et amis de la Commune de Paris 1871 et le dictionnaire Métron, avec le soutien de la Fondation Jean Jaurès, le 9 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville de Paris. Beaucoup avait déjà été dit sur Édouard Vaillant dans les livres majeurs de Maurice Domanget et Jolion Hauers, mais le centenaire du décès d'Édouard Vaillant a été l'occasion de réunir 8 contributions qui ont éclairé, sous un jour nouveau, la vie du communard et du grand socialiste. Elisabeth Badinter, qui a honoré la journée de sa présence, et Claude Pentier, en tissant la trame biographique de Vaillant, constate qu'il est le grand oublié de l'histoire socialiste. Jusque dans sa famille, on ignorait ou voulait ignorer le militant qui avait consacré sa vie à l'action, et qui avait peu laissé de traces de sa vie privée. Et si des travaux ou des biographies ont évoqué Vaillant, c'est avec une grande intermittence. Encore en 2015, les manifestations qui ont évoqué le souvenir de Vaillant paraissent dérisoires au regard de celles qui, en 2014, ont évoqué Jaurès. 2 communications de Laure Godineau et Jean-Louis Robert approfondissent le rôle de Vaillant pendant la Commune. Il est l'homme d'action énergique qui tient les 2 bouts de la ficelle, des réformes immédiates, le souci de l'avancée révolutionnaire. Ministre de l'Éducation et de la Culture, il généralise radicalement la laïcisation des écoles, laissant peu d'autonomie aux arrondissements, mais il accepte que le principe associatif soit la base de la reconstruction communarde des arts. Jacobin et fédéraliste, déjà. Mais Laure Godineau nous montre une faille jusqu'ici peu soulignée de la situation du Vaillant communard. Certes Vaillant, qui n'est ni de la majorité républicaine socialiste ou blanquiste, ni de la minorité internationaliste, est bien placé pour agir pour l'unité des communards, mais il est aussi d'une certaine manière isolé. Cette position singulière, qui explique que bien peu de communards ne mentionnent Vaillant dans leurs souvenirs, va caractériser bien des aspects ultérieurs du militant. L'homme du parti est étudié par les 2 communications de Michel Pigenet et Gilles Candard. Vaillant assurément attache un grand prix à la construction d'un parti socialiste révolutionnaire. Que ce soit dans son département d'origine, le Cher, où il se fond naturellement dans la tradition rouge, ou dans la Seine, ces 2 bastions, il multiplie les réunions, les déplacements, les candidatures. Vaillant sait aussi créer des réseaux locaux ou thématiques profitables au mouvement. Cet attachement au parti, nous le retrouvons aussi dans les places notables que les vaillantistes occupent dans l'appareil du parti unifié. De Vierzon, où il sait faire les compromis pour que se construise une liste d'union lorsque cela lui apparaît nécessaire, au Parlement où il s'abstient pour laisser se constituer le ministère Valdez-Crousseau, en 1899, Vaillant apparaît là encore comme l'homme qui associe étapes et transformations. Nul étonnement alors qu'il devienne le principal artisan de l'unité, et qu'il se rapproche finalement davantage de Jean Jaurès que de Jules Guesde. Et c'est bien souvent Vaillant qui influence Jaurès, comme c'est le cas sur les questions de l'indépendance du syndicalisme ou de l'action contre la guerre. Vaillant n'a pas écrit de grands livres, il n'a pas laissé l'image d'un théoricien du socialisme et sans doute est-ce là une des sources de sa méconnaissance. Cependant l'ensemble des communications laisse entreapercevoir au travers de ses articles et de sa correspondance, malheureusement médiocrement conservée, un fin connaisseur des grands auteurs, de Proudhon à Marx, en passant par les théoriciens allemands dont il maîtrise la langue. Son analyse du colonialisme en fait une figure avancée du socialisme international sur cette question. Comme le note finement Jean-Numa Ducange, sans doute faudrait-il plonger plus avant et plus systématiquement dans ses sources pour approcher ce que fut le vaillantisme et la richesse d'une pensée complexe. On savait Vaillant attaché à donner vie immédiate aux propositions de réforme de la classe ouvrière. Toute réforme était bonne à prendre dès lors que l'objectif de la transformation sociale était fortement réaffirmé. L'importance de son travail comme élu municipal de Paris puis parlementaire est éclatante. La communication de Marcel Turbiot nous montre un Vaillant participant ainsi de la nébuleuse réformatrice, au point que Clémenceau lui rendra hommage lors de la création du ministère du Travail. Le Vaillant de la Grande Guerre, de la Défense nationale, pourrait aussi bien s'inscrire dans cette démarche. Comme le montre Vincent Chambarlac,
Le Vaillant, socialiste majoritaire de 1914 à 1915, socialiste du XXe siècle, associe encore pragmatisme et discours internationaliste et voit dans la guerre un laboratoire du nouveau siècle. Il reste que ce fut sans nul doute douloureux pour Vaillant de voir triompher la guerre, qu'il avait plus que tout autre combattu. Il ne supporta sans doute pas cette terrible ombre au soir de sa vie. Mais 100 ans après sa mort, comme l'a souligné Jolion Haworth dans sa conclusion du colloque, les défis qu'a tenté de relever Édouard Vaillant sont encore d'une grande actualité. Témoignage. Elisabeth Badinter. Je dois vous dire mon émotion d'assister à ce colloque qui met en valeur, en lumière, une personnalité remarquable par son histoire, la période de l'histoire à laquelle il a participé et qui se trouve être mon arrière-grand-père. Je dois dire que c'est la première fois que j'ai la chance d'assister à un colloque à Paris, sur lui. J'ai le sentiment que depuis de nombreuses décennies, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, l'image d'Édouard Vaillant s'est peu à peu effacée des mémoires. Il faut relire Jaurès, Blum et d'autres pour retrouver la chair et l'esprit d'Édouard Vaillant. On m'a demandé d'évoquer des souvenirs, mais évidemment, je ne peux pas avoir des souvenirs personnels d'Édouard Vaillant, mort en 1915 et moi né en 1944. Je ne peux même pas en appeler à la mémoire familiale, c'est-à-dire celle de ma mère puisque celle-ci est née en 1916, c'est-à-dire un an après la mort de son grand-père. Nous avons une espèce de blanc dans la famille à l'égard d'Édouard Vaillant, une sorte d'ignorance, ce qui ne signifie pas du tout une indifférence. Je ne peux en parler que d'après les propos que j'ai entendus sur lui dans mon enfance. Évidemment, ce que je peux dire est le résultat de ces propos, ce qui signifie que je ne peux absolument pas garantir la vérité des faits. Ce que je peux évoquer, c'est ce qu'on disait sur lui. Est-ce vrai ou non, je n'en sais rien. Mais c'est une sorte de saga. Dans mes souvenirs d'enfance, j'entends ma mère, mon oncle, ma tante parler d'Édouard Vaillant avec vénération. C'était le héros de la famille, mais curieusement aucun d'entre eux, enfants et petits-enfants, mon grand-père et ses enfants, n'a adhéré aux convictions profondes de l'arrière-grand-père. Pourtant, on n'avait pas de mots pour célébrer sa grande culture, son courage, ses convictions. Comme vous le savez, il a eu un fils, Jacques, qui était médecin et qui, paraît-il, idolâtrait son père, mais ses convictions politiques n'étaient pas les mêmes. Il s'est passé quelque chose qui est infiniment regrettable. C'est un défaut de transmission. J'ai compris très longtemps après, une des raisons de cette absence. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu envie de faire une biographie personnelle et pas seulement intellectuelle d'Édouard Vaillant. Je ne suis pas spécialiste de cette période-là, je suis 18e, je connais peu le 19, mais j'aurais aimé passer 5 ou 10 ans en sa compagnie. J'ai fait alors une sorte de petite enquête dans la famille, pour savoir ce que nous avions comme document. J'ai constaté avec chagrin que nous n'en avions pas. Ma mère m'a laissé, c'est la seule chose qu'elle avait, 5 ou 6 lettres d'Édouard Vaillant, ce qui n'est pas beaucoup, notamment à Louise Michel, et c'est tout. Je crois qu'on ne peut pas faire de biographie sans correspondance, et notamment des correspondances privées, pour essayer de décrire un caractère et compléter la figure politique. J'ai donc renoncé après une information qui m'a bouleversée. L'anecdote est la suivante. Ma tante qui est décédée, la plupart des descendants de Vaillant sont décédés ou ne vivent plus en France depuis très longtemps, m'a dit qu'elle avait souvenir que son père, donc le fils d'Édouard Vaillant, lui avait dit que celui-ci avait demandé à son fils de brûler ses papiers personnels à sa mort. Et pour l'historien, c'est une perte irréparable. À cet instant, j'ai compris que n'ayant ni les compétences d'une 19e politique, ni les documents privés, il était impossible de me lancer dans cette grande aventure. Il y a donc une sorte de blanc sur Édouard Vaillant. Je sais que sa bibliothèque a été transmise à son fils, Jacques Vaillant, car on n'imaginait pas transmettre un tel héritage à des filles. C'est donc Philippe, très fier de son grand-père, mais qui n'avait pas une attirance particulière ni pour le politique, ni pour la période historique, qui en a hérité. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'est devenue cette bibliothèque d'Édouard Vaillant. Tout s'est envolé. C'est mon père, Marcel Bleustein-Blanchet, issu d'une famille juive venue de Russie à la toute fin du XIXe siècle qui s'est passionné pour le héros de la Commune. C'est lui qui a pieusement conservé les quelques reliques qui nous restent. Carte de député, Légion d'honneur, montre. C'est lui aussi qui a pris l'initiative de solliciter M. Maurice Domanget, afin qu'il écrive sa biographie intellectuelle.
Quand j'ai été contacté par Monsieur Pentier, je lui ai dit que je ne savais rien sur Édouard Vaillant, sinon ce que j'ai lu dans des livres, des mémoires, des histoires de la commune. J'ai tout appris par l'extérieur de la famille. Peut-être Monsieur Pentier nous sortira de ce grand noir dans sa perspective biographique. Cependant, je tenais absolument à être là pour avoir la chance d'apprendre quelque chose sur cet arrière-grand-père mystérieux. Je vous remercie à l'avance. Édouard Vaillant. Une perspective biographique. Claude Pentier. Il revient tout naturellement au directeur du Métron, dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, de s'interroger sur l'approche biographique d'Édouard Vaillant. Si j'ai eu l'occasion d'évoquer Édouard Vaillant et le vaillantisme dans le livre Le socialisme dans le Cher 1851 à 1921 paru en 1982, je ne suis pour rien, sauf pour la révision, dans la rédaction de la biographie du Métron parue en 1971 dans le tome 9, Rob à Z, deuxième période du Métron, 1864 à 1971. Elle porte la mention « La biographie d'Édouard Vaillant a été élaborée en grande partie par Justinien Raymond », signe que son ami Jean Métron est intervenu avec sa riche documentation d'archives concernant la commune. Excellent historien du socialisme, méconnu lui aussi, Justinien Raymond a consacré une biographie plus développée au communard dans un des gros et luxueux volumes parus aux éditions Martin Sarr, Le socialisme en France. Les grands révolutionnaires. La centaine de pages. En fait, la biographie développée et très enrichie du Métron qui lui consacre en 1985 vise explicitement à rendre à Vaillant une place majeure en s'appuyant sur les travaux de Maurice Domanget, la thèse de Claude Willard consacrée au guédisme, mais qui n'ignorait pas les autres courants, et les travaux novateurs de Jolion Howers qui imposa le qualificatif de vaillantiste et non de blanquiste pour qualifier le courant politique porté jusqu'à L', unité par ce maître de la pensée socialiste. Le premier biographe marquant fut Maurice Domanget, instituteur rural et historien prolixe. Son Édouard Vaillant, un grand socialiste 1840 à 1915, publié en 1956, se situe dans sa grande saga sur Blanqui et le blanquisme, auquel il a consacré 6 ouvrages majeurs, tout en faisant apparaître fortement l'originalité de Vaillant. Dans sa piété pour le personnage, il dédie son livre au docteur Jacques Vaillant, fils d'Édouard Vaillant, à ses 3 petits-enfants, à ses 7 arrière-petits-enfants dont Élisabeth Badinter. Curieusement, pour le syndicaliste révolutionnaire quelque peu libertaire qu'était Maurice Domanget, le ton frise la géographie, les hommes supérieurs écrit-il. Mais très documenté, porté par une admiration pour toute une période héroïque de la classe ouvrière et du socialisme, ce livre a redonné force à l'image de Vaillant dans un moment où l'oubli le guettait. Pourquoi ce relatif oubli ? Relatif. Car Gilles Candard dans son excellente petite publication sur Édouard Vaillant. Le socialisme républicain note que sa place dans l'occupation symbolique de l'espace public est notable, derrière Jaurès certes mais au même niveau que Jules Guesde, et loin devant 2 autres noms importants du socialisme, Marcel Samba et Albert Thomas. Édouard Vaillant est par son action un personnage central du mouvement socialiste, peut-être le premier par son rôle clé dans les différents moments de la lutte sociale, pendant la Commune comme délégué à l'instruction publique, dans l'exil anglais au Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, à son retour dans le dépassement de la tradition blanquiste pour fonder un courant socialiste imprégné de marxisme mais sans allégeance, un courant respectueux de l'autonomie syndicale et qui a contribué fortement à L', unité socialiste de 1905. Son état de service l'emporte sur tous les autres et pendant plusieurs décennies après sa mort en 1915, il parut naturel de le mettre au même niveau que Jaurès et Guesde, même si dans les cœurs et les esprits Jaurès eut toujours l'avantage. Est-ce pour des raisons sociologiques que sa mémoire céda le pas ? Né en 1840 à Vierzon, Cher, d'un père 1804 à 1880 bourgeois, notaire puis homme d'affaires, propriétaire sur l'acte de naissance, qui se préoccupa fort peu de son fils et qui condamna son engagement. Sa mère, 1813 à 1899, également de famille aisée, croyante, resta constamment attachée à son athée de fils. Attachement réciproque car Édouard souhaita constamment la présence de celle-ci à ses côtés. Dans les épreuves de la vie, il fut accompagné par cette mère dévouée et aimée qui partagea son exil puis sa vie parisienne et qu'il rejoignit dans la mort au cimetière de Vierzon.
L'argent familial, dont une forge à Salbris, Loir-et-Cher, éloignée de 20 km de Vierzon, le protégea des difficultés matérielles. En cela, il n'est pas très différent des autres grands noms du socialisme souvent enfants de la bourgeoisie et que rien ne prédéterminait, semble-t-il, au socialisme. Le père de Jules Guesde fonda et dirigea à Passy un établissement d'enseignement secondaire. La famille de Jaurès ne devint paysanne que par accident. Elle appartenait en fait à la bourgeoisie urbaine, négociant en laine et officier. Le père de Marcel Samba occupait la fonction de directeur de la poste à Bonnières-sur-Seine, Seine-et-Oise. C'est la famille d'Albert Thomas qui était la seule populaire avec un père artisan boulanger à Champigny-sur-Marne, Seine. La différence entre eux est sans doute dans le positionnement scolaire et universitaire. Jaurès et Thomas acquièrent leur place sociale grâce à leur passage à l'école normale supérieure, Guesde et Samba par le journalisme. La famille Vaillant, du moins la mère et les enfants, quitta Vierzon pour le 5e arrondissement de Paris pour mettre les enfants, sa sœur aînée et Édouard, dans les meilleures conditions pour leur formation scolaire. Ce fut le collège Sainte-Barbe. Vaillant a la chance et la volonté de suivre des études européennes et notamment en Allemagne et en Autriche, Heidelberg, Vienne, Tübingen. Jusqu'à 30 ans grâce à la fortune familiale, il veut tout connaître, la philosophie, les sciences, la médecine. Il obtint son diplôme de docteur à Londres pendant l'exil, l'ingénierie, il fut élève de l'école centrale et ingénieur. Il participa pleinement à une vie étudiante faite de débats, de lectures, de découvertes intellectuelles. De ce fait, il n'eut jamais une identité professionnelle nette et s'affirma surtout comme un journaliste et un révolutionnaire faisant profession de politique et comme un élu. Doté d'une culture politique peu commune, lecteur, traducteur des théoriciens allemands, familier de Karl Marx qu'il a connu à Londres, il fut plus un homme d'articles, de rapports qu'un auteur de livres. Comme s'il se voulait davantage au service de la cause ouvrière que dans la reconnaissance d'une œuvre intellectuelle personnelle. Ferme dans la conduite de ses organisations et dans les combats électoraux, il ne se mettait guère en avant et utilisait modérément son prestige de communard pour prendre le pas sur les autres, même s'il était accueilli par les foules au cri de « Vive la Commune »,« Vive la République ». Il est significatif qu'il ait laissé peu ou pas de documents autobiographiques. Dans des archives récemment acquises et classées par les archives départementales du Cher, à la demande du journaliste social et observateur du monde ouvrier que fut Léon de Seillac, il répond sur son itinéraire, essentiellement en présentant la chronologie des organisations de son courant, le Comité révolutionnaire central suivi du Parti socialiste révolutionnaire en 1898, puis du Parti socialiste de France. Il s'efface derrière l'œuvre d'organisation. Les travaux sur Vaillant soulignent volontiers ses faibles qualités d'orateur à une époque où l'éloquence construisait les réputations. Certes, il n'hésitait pas à intervenir à la Chambre des députés où il eut une présence plus continue que ses amis, de 1893 à sa mort, sans interruption pendant 22 ans comme représentant de Paris. Il coopéra souvent avec Jaurès pour les dossiers importants, laissant au tribun la priorité tout en prenant le relais si celui-ci était indisponible. Sa participation aux meetings socialistes fut constante, notamment dans le 20e arrondissement de Paris. Sa retenue physique et sa dimension patriarcale sont des éléments de sa personnalité dont témoigne Jean Texier. On ne trouvait chez lui ni abandon ni fantaisie. C'est avec respect et comme avec reconnaissance qu'en parlant de lui on disait « le père Vaillant ». Personne parmi les citoyens du parti n'aurait songé à le tutoyer. Ses manières, son aspect non point bourru, mais froid sans être distant n'y prêtait pas. S'agissant d'une autre société, on eût été tenté en le saluant de dire « maître ». La tête dans les épaules, toujours en jaquette noire strictement boutonnée, coiffé dans la rue, non point du feutre à large bord des guédistes, mais du plus bourgeois des melons. Vaillant, à la petite barbe blanche et drue, aux cheveux gris taillés en brosse, aux lunettes sombres à monture de fer chevauchant son nez épais et dérobant à tous un regard qui semblait perçant, donnait bien l'impression du doyen qu'il était et du docteur qu'il était aussi. Il parlait peu et en public, il parlait mal. Il s'imposait alors, non par son éloquence, il avait le débit monotone, la phrase longue et l'élocution mauvaise, mais par l'autorité de sa personne elle-même si digne, tout à la fois légendaire et simple. Un autre portrait publié en 1908 par Les Hommes du Jour en fait un homme de commerce agréable.
Ce révolutionnaire est un causeur exquis et érudit, remuant les souvenirs, contant aimablement les anecdotes. Il aime surtout parler de George Sand, le grand écrivain trop oublié qu'il lit avec passion. Pourtant il déteste les romantiques qui lui apparaissent comme des barbares. Il ne veut pas connaître la jeune poésie qui l'indiffère. La poésie qu'il trouve dans George Sand lui paraît grandement suffisante, et il ne délaisse son auteur favori que pour la musique dont il est un fervent. En fait, son relatif oubli tient moins à sa plume et à sa voix, qu'à un positionnement qui n'a favorisé son culte ni par le Parti communiste en raison de son soutien à l'Union sacrée, qui pourtant n'a pas le même impact pour Gued, ni par l'extrême gauche car il est vu comme quelque peu réformiste, ni par les syndicalistes oublieux du rôle qu'il a joué dans la naissance de la CGT, 1895, alors que jamais socialiste n'a accordé autant d'importance au syndicalisme notamment par son soutien à la charte des apostrophes. Amiens, 1906, ni par le Parti socialiste en raison peut-être de son étiquette blanquiste. Charles Handler et Lucien R diront se détourner de Vaillant pour ce qui subsistait chez lui de vieux blanquisme latent. La vieille croyance aux journées paraissait peu moderne. Vaillant avait pourtant écrit clairement en 1890. Jamais pour ma part ni mes amis restés seuls, débarrassés des transfuges passés au boulangisme, nous n'avons pris ce titre de blanquiste qu'on nous donne. Car si grand respect que nous ayons pour la mémoire de Blanqui et de tous les hommes qui ont été les héros de la pensée et de la Révolution, nous n'entendons porter ni leur livret moral et intellectuel, ni nous assujettir à leur exemple, car nous avons pour fonction de continuer leur œuvre et non de la répéter. Le Socialiste, 21 janvier 1890. Son attitude au début de la Première Guerre mondiale est le marqueur le plus fort pour sa mémoire. Son bellicisme effréné, selon la formule d'Amédée Dunois, ses diatribes, son exaltation patriotique exaspèrent les socialistes qui progressivement formeront l'opposition minoritaire. C'est moins le ralliement à l'union sacrée que la forme et la brutalité du changement de ton qui choquent. Charles Rapoport rapporte que le 28 juillet 1914, le vieux socialiste lui disait encore, parlant de ses collègues députés, « Vous verrez qu'ils deviendront au moment de la guerre tout patriotes. » Et il ajoutait dans le train qui le conduisait à la dernière réunion du Bureau socialiste international à Bruxelles, « Ils ne savent pas ce qui les attend. Encore quelques jours et ils seront tous patriotes et à fond pour la guerre. » Anticipe-t-il déjà ce que sera sa réaction ? Quand ressurgira un vieux fond de patriotisme blanquiste. Grand connaisseur de monde germanique, il a sincèrement été déçu et convaincu de la responsabilité allemande dans le déclenchement du conflit. Ainsi tout le monde salue Vaillant, personne ne le porte au nu. Peut-être faut-il survoler son itinéraire depuis les origines, pour faire quelques hypothèses sur cette image. On connaît mal les idées politiques et religieuses du jeune ingénieur des arts et manufactures, 1862. Qu'il ait eu la meilleure note pour un projet d'église de village, ne nous indique rien. Il fréquente son professeur Priestley, un protestant saint-simonien et est très ami avec Auguste Rochard, publiciste expulsé par le pouvoir impérial. Vaillant devient rapidement darwinien et athée. C'est donc un étudiant républicain comme beaucoup, signant des pétitions proudhoniennes sans en avoir la maîtrise du contenu. Il a connu Proudhon lui-même, ce qui n'en fait pas un proudhonien dans la durée. Son séjour de 4 ans en Allemagne le renforce dans des convictions socialistes et il adhère à la section allemande de Genève de l'E, Association internationale des travailleurs, encouragé par Johann Philipp Becker, un ami de Marx. Cependant Vaillant n'est pas encore familiarisé avec les théories de Marx, contrairement à des affirmations d'études plus militantes qu'historiques. Il fut hostile à la déclaration de guerre de 1870 qu'il interpréta comme une tentative de l'empereur Napoléon III de détourner l'attention des Français de leurs affaires intérieures. C'est à l'occasion de l'insurrection blanquiste du 4 septembre 1870 et de la réunion de la Corderie qui suit, qu'il s'affirme pour la défense de Paris face aux Prussiens et se rallie à Blanqui qu'il suit dans son soutien au gouvernement de défense nationale. Domanget note qu'il inaugure son action politique en faisant le sacrifice de ses aspirations socialistes sur l'autel de la défense nationale, et qu'il la clôturera dans les mêmes conditions. Sacrifice passager car il joue un rôle non négligeable pendant le Commune de Paris, en socialiste, faisant preuve d'un esprit rassembleur mais aussi en défenseur déterminé des ouvriers. Le séjour d'exil à Londres,
le contact avec Marx forgea un vaillant gagné à la nécessité de la constitution de la classe ouvrière en parti politique. Tout en se réclamant du blanquisme, il soutint des combats importants de Marx au Conseil général de Ley avant de s'affronter à lui au Congrès de septembre 1872 à La Haye, s'opposant notamment au transfert du siège de Ley en Amérique. On aurait tort de ne voir l'introduction du marxisme qu'à l'aune des traductions en français. Des dirigeants socialistes parlent allemand et lisent Marx dans sa langue maternelle. C'est particulièrement le cas de Vaillant. Bénéficiant de la loi d'amnistie du 11 juillet 1880, il s'installe à Paris, rue Monge, soucieux d'influencer les milieux intellectuels et journalistiques, sans grande réussite. C'est vers les milieux ouvriers du Cher avec lesquels il avait maintenu une correspondance pendant l'exil, qu'il se tourne. De retour à Vierzon accueilli au cri de « Vive la Commune », il y développe une propagande dite blanquiste, que la police confond un temps avec la propagande anarchiste si l'on en croit le dossier « anarchiste » des archives départementales du Cher. Il est vrai que ses compagnons vaillantistes sont d'une grande patience avec les libertaires, et que leur affirmation de l'autonomie syndicale diminue grandement la tension avec le syndicalisme révolutionnaire. Cependant Vaillant n'est pas lui-même un syndicaliste, et cette rencontre positive ne reste guère dans les mémoires. Son nom est fortement associé à la création du Comité révolutionnaire central, en 1881, après la mort de Blanqui et face à des enjeux électoraux. Il écrit dans une lettre de 1897 au journaliste Léon de Seillac, en faisant l'historique de son mouvement, que le CRC s'était formé de la fusion intime de blanquistes et d'internationalistes. Et il en fait remonter l'origine à la Corderie, siège du Comité central révolutionnaire des 20 arrondissements. Ce sont eux, dit-il, par un fort appoint de blanquistes qui constituaient à Londres la Commune révolutionnaire, produisant le Manifeste aux communeux, dont il revendique la paternité. Le CRC était, dit-il, profondément socialiste, et essentiellement politique. À la fois révolutionnaire et réaliste et ne me paraît point mériter le qualificatif de romantique. Pour nous le plus antipathique de tous. Il pensait qu'il faut unir ceux qui croient à l'idée communiste révolutionnaire. Le vocabulaire évolue vers le socialisme, mais la volonté d'unir resta un fil conducteur qui forge, après bien des chemins de traverse, l'unité et son alliance solide avec Jaurès. Celle-ci est une victoire vaillantiste, et aussi un élément de la perte de sa spécificité. Certes dans le Cher, dans l'Allier à Commentry, à Paris et dans la banlieue ouest, le vieux communard garde amitié et respect. Il laisse de solides héritiers. Pour comprendre l'assurance théorique et pratique du maire de Suresnes, Henri Sellier, apôtre des cités-jardins et ministre de la Santé du Front populaire, il faut se rappeler que ce natif de Bourges avait connu la volonté de réforme de Vaillant, son sentiment qu'une classe ouvrière consciente, apte à transformer la société ne se construirait pas dans la misère du logement, du travail et de la santé. L'œuvre considérable que réalisa, Vaillant, ce réformiste révolutionnaire au Conseil municipal de Paris servit à Henri Sellier pour entreprendre de changer la banlieue et la ville. Raison de plus pour mettre Vaillant à sa place, très haut par l'inspiration et par l'action socialiste. Édouard Vaillant, communard et exilé. Laure Godinot. Si Édouard Vaillant est pour beaucoup une personnalité méconnue, c'est peut-être l'étiquette de communard qui est parmi les plus utilisées, à côté de celle, fort vague, de grands socialistes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.